Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Au hasard de mes recherches, je me suis interrogée sur donc le lien qui est établi entre Rassemblement national, Front national et nazisme. Du coup, voilà, je ne vais pas revenir dessus, ça a été prouvé en long, en large et en travers du coup, et bien que voilà, ils se disent à l'heure actuelle que c'est faux, mais bon, c'est vraiment dans leur ADN et dans leur fondement. Et j'avais envie de questionner cette idée que l'occultisme avait eu un rôle très important dans le nazisme. Voilà, donc j'ai envie de questionner un petit peu cette thématique-là, à savoir essayer de dérouler le fil. Est-ce qu'on peut dérouler le fil pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, quand on aborde ce sujet-là, on va tomber en France principalement sur des théories qui disent que c'est un fantasme, ça n'existe pas, cette prétendue influence de sociétés secrètes, influence euh, sur, sur les nazis. Alors, moi, j'aime bien aller voir à la fois l'histoire et à la fois énergétiquement, qu'est-ce qui se passe. En histoire, en France, vous faites des recherches sur Google, vous allez surtout trouver plein d'articles ou de revues scientifiques historiques qui vont vous dire et qui essayent de vous démontrer que c'est faux. Il y a l'importance de l'occultisme, c'est un fantasme et que ça n'avait pas vraiment d'importance dans le nazisme, du coup. Notamment parce qu'à un moment, Hitler, il a critiqué les personnes qui allaient, certains SS ou certains hauts dirigeants du nazisme, qui ont creusé peut-être dans cette direction-là. Donc nous, dans notre imaginaire, on l'a tous parce que Indiana Jones, les différents films Indiana Jones ont parlé de ça, avec, avec ce programme spécifique archéologique qui a bien existé et qui a permis à certains archéologues qui cherchaient des traces de la société aryenne partout dans le monde et qui cherchaient à prouver la supériorité des races aryennes, aller chercher et fouiller dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les hauts lieux énergétiques aujourd'hui. Donc cette recherche-là, elle est avérée, elle est clairement avérée. Euh, cette notion qui est en France majoritairement expliquée sous l'appellation complot, fantasme populaire, euh, c'est né dans les années, c'est né dans les années 70 avec un livre en particulier qui s'appelle Le Matin des magiciens. Le Matin des magiciens, c'est pas un ouvrage qui fait référence scientifiquement, parce qu'il y a effectivement pas mal d'erreurs voilà, qui ont été, qui ont été prouvées d'une certaine manière après coup. Et donc, ce livre, Le Matin des magiciens, qui a vendu beaucoup d'exemplaires, qui a été pas mal lu, euh, il a été démonté par un historien, lui, qui s'appelle Jacobsen, qui est je ne sais pas si je le prononce bien, Jacobsen, en tout cas ça s'écrit comme ça, qui a démontré que non, il n'y avait pas cette ambiance-là. Le Matin des magiciens, c'est un livre du coup qui a été écrit par deux personnes, c'est Louis euh, Powell, ça s'écrit Pauwels, apparemment ça se prononçait Pauwel, et un monsieur qui s'appelle Jacques Bergier, du coup. Donc ce livre ce livre, Les Matins des magiciens, il a écrit en 1960. Il a eu une suite en 1970. Et donc, c'est entre 60 et 70 qu'il a été lu. Et c'est ce livre qui a lancé cette idée-là, qu'Hitler et les SS étaient très ancrés vers une forme d'ésotérie, d'occultisme, de quelque chose d'assez particulier. Donc, les deux auteurs de ce livre-là, il y a Louis Pauwels qui est un journaliste, donc pas quelqu'un normalement, c'est quelqu'un qui a une démarche plutôt sérieuse. Les journalistes des années 60 ne sont pas les journalistes d'aujourd'hui. Bon, ce qui n'empêche pas qu'il y avait des erreurs. C'est-à-dire, d'un point de vue source, c'était pas, on ne pouvait pas vérifier tout ce qu'ils ont avancé, même ça a pu être contredit après coup. Une autre chose intéressante, donc il y a deux auteurs, donc il y a Louis Pauwels et il y a aussi du coup ce monsieur qui s'appelle Jacques Berger. Et Jacques Berger, c'est intéressant parce que lui, c'est un rescapé des camps aussi. C'est une personne qui était à Mauthausen, pareil, je sais pas si je le prononce correctement, j'ai vraiment aucune idée aucune notion totale en allemand. Jacques Berger, du coup, c'est un personnage assez fascinant. Si ça vous amuse, allez voir sa biographie du coup sur le net.
c'est tellement foisonnant sa biographie qu'on se demande qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas de la fabulation. Techniquement, pour résumer, il commence sa vie en tant qu'ingénieur, du coup, ingénieur scientifique ancré dans les sciences. Il va petit à petit se tourner plutôt vers l'alchimie et vers des choses un petit peu plus ésotériques. Dans son enfance, il y a tout un tas de folklore aussi très amusant, enfin, amusant entre guillemets. Donc il est dans la résistance et il est déporté non pas en tant que d'ascendance juive, mais en tant que résistant surtout. Après la fin de la guerre, donc il survit. Et après la guerre, il aurait été dans les services secrets. Et il finit sa vie, je résume, hein, parce que c'est un personnage, franchement, il y a de quoi faire un film sur le personnage. Donc il y a ce livre-là, Le Matin des magiciens, qui a eu pas mal d'écho. Et lui, il va surtout vraiment aller vers, je pourrais dire l'ésotérisme, mais plutôt la science-fiction, etc. Alors que c'est une personne qui a une formation scientifique à la base. Donc voilà, personnage assez fascinant. En tout cas, c'est ce livre-là, Le Matin des magiciens, qui lance ça. Et Le Matin des magiciens, même si dans la communauté historique en tout cas, c'est pas un livre qui fait référence parce que il est très clair qu'il y a des erreurs dedans, il y a pas mal, donc du coup on peut dire qu'il y a des affabulations, mais ce livre-là, il a lancé l'idée et il a lancé les recherches universitaires. Du coup, il y a des gens qui se sont intéressés à la question de savoir c'était quoi ces sociétés secrètes dans l'époque pré-nazie, avant qu'Hitler n'arrive et fasse un putsch et s'empare de tout et fasse voilà, de ces groupements-là, bah, le NSAPD qui devient le parti nazi, etc. Et c'est très intéressant d'aller se pencher, du coup il y a pas mal d'historiens qui l'ont fait depuis, dans cette matrice de pensée, d'où est-ce qu'émerge le nazisme à ce moment-là. Je fais un aparté, un des livres clés du nazisme, c'est le protocole des sages de Sion, qui continue à circuler, etc., et qui parle du fait que les juifs contrôlent le monde, et que les capitalistes, c'est pas tellement le problème c'est les juifs qui ont créé le capitalisme, et même la franc-maçonnerie n'est pas un problème, parce que la franc-maçonnerie est contrôlée par les juifs, etc. Bref, les protocoles de Sion, on ne sait pas qui l'a écrit. Donc voilà, c'est une source pour essayer de comprendre les racines du nazisme, mais ça reste, il y a en fait, il y a des zones de flou, du coup, sur cette question-là. Donc, dans la matrice de naissance du nazisme, on retrouve ça, et on retrouve effectivement la société Thulé, qui a réellement existé, avec toute une matière à penser qui va avoir un impact effectivement dans le régime nazi. C'est difficile de savoir est-ce que Hitler l'a pris au premier ou au second degré, ces histoires-là, avec la notion des Aryens, la remise en place de folklore germanique, la réutilisation des runes sur le col des SS. C'est une rune qui a été utilisée pour l'emblème des SS. Donc il y a tout un tas de folklore. Donc ça, c'est les éléments principaux, plus bah, c'est cet aspect, le financement d'une archéologie qui va chercher à prouver que la race aryenne est la race supérieure. Donc il y a certains historiens qui ont appelé ces groupements qui sont très petits, hein, qui sont vraiment très minoritaires, avant que Hitler n'arrive et fasse du régime nazi et du parti nazi ce qui va devenir, c'est vraiment des groupes très groupuscules, on peut parler de groupuscules, c'est vraiment des gens à la marge de la société, mais qui vont, dans ces cercles-là, va se forger l'idéologie, qui va devenir, dans lesquelles en tout cas Hitler va venir puiser. Donc comme je disais, en France, la plupart des historiens, vous trouverez plutôt une information comme quoi le lien entre ésotérie et nazisme, c'est faux, du coup. Euh, mais quand vous allez sur d'autres pays, le propos est peut-être nuancé. Moi, à travers ce que j'ai pu lire, quand j'ai cherché un petit peu à me renseigner sur la question, je dirais que, a priori, dans la communauté scientifique, c'est comme si cette question n'est pas tranchée. En histoire, comme en matière scientifique, souvent on a l'impression que il y a des histoires de vérité générale, mais non, en fait, il y a des recherches, il y a une personne qui fait une recherche, qui propose sa recherche, c'est lu par les autres, et si effectivement ça corrobore, on finit par un consensus, et on se met tous d'accord sur un consensus par rapport à une problématique. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des moments où tout le monde n'est pas forcément d'accord,
en histoire. Et moi, je dirais que cette question-là, du coup, elle reste, elle n'est pas tranchée, parce qu'il y a des historiens qui disent non, 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 c'est comme ça, etc. Et il y a d'autres historiens qui disent oui, il y a ce biais-là, quelle influence ça a eu, etc. Mais il y a eu une forme de continuité dans ce qu'on pourrait appeler cette période pré-nazie, du coup, donc juste après la Première Guerre mondiale, et que certains chercheurs historiens ont appelé les cercles arianosophes, en reprenant Arianosophe pour reprendre, c'est l'époque où l'anthroposophie, la théosophie, donc les théosophes et les anthroposophes, ont une certaine visibilité, ils sont assez importants. Et donc ceux qui vont valider cette théorie arienne, voilà, certains historiens, c'est pas un nom de l'époque, c'est un nom pour essayer de les désigner a fortiori, appellent ces personnes-là les cercles arianosophes, du coup. Donc il y a la société de Thulé, c'est la principale, où les personnes vont s'organiser. Il y a un journal en particulier qui est publié et qui va véhiculer ces idées-là. Et ça, par contre, on sait que Hitler, que la première fois qu'il va être en contact avec la première réunion de ce cercle et ce journal-là, il va se dire ah oui, c'est extrêmement intéressant. Et il va venir et il va modifier en fait d'une certaine manière la structure. Et dans le régime nazi, donc parce que Hitler a à certains moments critiqué cette sphère-là, du coup, qui parlait beaucoup de la race aryenne, de l'hyperborée, de tout le folklore qu'on va mettre sous l'appellation germanique, qui va reprendre à son compte les runes, donc il va remélanger, c'est un peu une relecture, on va dire, dans une certaine sauce, bien sûr, bien entendu raciste, qui va s'intéresser à ça. Euh, et l'autre personnage important dans cette histoire-là, au-delà d'Hitler, parce que Hitler s'est avéré qu'il a critiqué à un moment donné, une fois que le régime nazi était en place, ces personnes qui creusaient beaucoup dans cette direction-là pour prouver absolument que les races germaniques sont supérieures, etc. Ça c'est prouvé, il y a des documents, il y a des lettres écrites sur le sujet. L'autre personnage important, c'est Himmler. Himmler était vraiment à fond dans ces histoires-là, et il y a très en lien avec des personnages de cette période pré-nazie, on va dire. Voilà, moi je vais l'appeler pré-nazie, du coup, je préfère l'appeler pré-nazie. Où il y a cette matrice, du coup, qui se crée. Donc Himmler est extrêmement intéressant, et donc dans toute la période du régime nazi, il va y avoir des personnes sur les plus hauts niveaux qui sont très ancrées dans cette pensée-là, du coup, dans une pensée qui va penser la race avec une espèce de spiritualité derrière. Là encore, les historiens sont pas tous d'accord, mais certains historiens expliquent que le nazisme, c'est pas que un régime, c'est pas que de la politique. C'est pas un programme politique, c'est un programme politico-religieux. Et alors, tous les historiens sont pas d'accord parce que ça dépend de comment on pense l'aspect religieux. Et c'est pareil pour la notion d'occultisme, à partir de comment on définit l'occultisme et qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. Là, j'ai essayé de résumer un petit peu d'un point de vue historique. C'est pareil, c'est complexe, hein. Il faudra prendre le temps de lire des livres. Je vais vous mettre les références pour les personnes qui ont envie d'aller creuser la question. Un autre point qui est intéressant, c'est que la société Thulé, ces petits groupes, quand ils s'organisent, parce que c'est dans l'air du temps, ils vont s'organiser d'une certaine manière. Leur organisation, pardon, elle ressemble aux francs-maçons, du coup, ou aux théosophes, etc. Donc, les notions de... C'est l'époque où Blavatsky allait beaucoup lu par beaucoup de personnes. Et c'est Elena Blavatsky qui a encore un énorme héritage dans notre sphère spirituelle à l'heure actuelle, qui parle d'une race supérieure antique. Blavatsky, elle parle de race dans ses livres. C'est vraiment, c'est cette époque-là. Et Blavatsky, elle est issue de familles très riches. On est au niveau de l'aristocratie, donc on est dans ces personnes qui sont dans un mode de pensée totalement colonial et totalement raciste de l'époque. C'est quasi normal. Et ça ne leur empêche pas d'aller se voyager partout, dans les Indes, etc. Et quand ils sont en Inde, ils s'entendent avec les hautes castes, du coup. Ils vont s'entendre très très bien avec les hautes castes, pas avec les personnes intouchables. Enfin voilà, il y a une cohésion de classe dominante quand ça rencontre d'autres cultures. Et le discours d'Elena Blavatsky, c'est le premier qui va parler d'hyperborée et qui va remettre ça au goût du jour, voilà, fin du Xe siècle, début du XXe siècle, qui va parler de civilisations antérieures bien plus avancées, etc.
Et dans les discours des pré-nazis, je vais appeler ça pré-nazis, euh, ils vont reprendre d'une certaine manière ça. Donc il y a effectivement des auteurs de l'Antiquité qui avaient parlé de l'Hyperborée, qui avaient parlé de l'Atlantide, etc. Mais au XIXe siècle, la revulgarisation de ces idées-là, c'est Lena Blavatsky, très clairement. Donc il y a comme une sorte d'embranchement. Voilà. Les cercles pré-nazis, a priori, sont allés piocher là-dedans. Ils sont a priori aussi allés piocher pardon, dans la franc-maçonnerie, dans les rituels. Alors, c'est un rapport très contrasté parce qu'on sait que la franc-maçonnerie va être interdite partout. Du coup, en Europe, une fois que les nazis seront installés, et en premier lieu en Allemagne, c'est-à-dire les nazis vont combattre la franc-maçonnerie, notamment l'interdisant. Mais le discours des nazis, c'est que c'est pas la faute des francs-maçons, ils sont manipulés. Et le vrai problème, c'est les juifs. Donc les juifs, on va les tuer, on va les exterminer. Et les francs-maçons, on va les interdire, mais on va les rééduquer, en fait. C'est-à-dire que dans la pensée nazie, je suis dans la pensée nazie, c'est pas du tout ce que je crois moi, dans la pensée nazie, et on va pouvoir récupérer les francs-maçons, mais on va pas les laisser faire leurs petits trucs, parce que sinon, ils vont forcément être sous influence des juifs, parce que c'est eux qui contrôlent le complot mondial. Et en même temps, c'est assez ambivalent, il y a des francs-maçons quand même qui vont rester dans des postes assez haut placés en Allemagne pendant le régime nazi, et en même temps, dans cette sphère pré-nazie, dans la manière de s'organiser, de la société de Thulé, par exemple, qui est vraiment on va dire la matrice pré-nazie la plus connue et la plus importante, parce que peut-être qu'il y a eu d'autres sociétés ou d'autres groupements, sans que ce soit forcément secret, qu'il y a eu d'autres groupements où il y a ces idéologies qui ont maturé, qui se sont construites, qui ont pu être oubliées, parce qu'on travaille sur les traces historiques, et parfois on n'a pas les traces historiques forcément de tout. Par contre, voilà, on sait, la société de Thulé a existé, et donc il y a des historiens qui se sont amusés à lire toute leur production littéraire qui nous est parvenue, et notamment ce journal qu'ils produisaient, pour essayer de comprendre c'est quoi cette matrice de pensée. Donc apparemment, voilà, il y a cette société de Thulé. Dans son organisation, il y a des éléments qui ressemblent beaucoup à l'organisation de la franc-maçonnerie, alors que ce ne sont pas des gens qui vont se réclamer du tout de la franc-maçonnerie, mais c'est un petit peu comme si c'est la référence de l'époque. Quand on crée un culte et qu'on vit depuis 2000 ans dans le catholicisme, on va peut-être se calquer et reprendre des idées consciemment ou inconsciemment du catholicisme. Voilà, on crée une société, pas forcément secrète, mais un groupement pré-nazi, c'était pas appelé comme ça à l'époque, hein, mais voilà, il y a des choses qui vont reprendre un petit peu j'ai envie de dire ce qu'on appelait le folklore ou les rituels et l'organisation maçonnique. Voilà, donc ça c'était pour faire un résumé, hein. Je vous fais un résumé global, vous avez compris. En histoire, on peut jamais faire de vérité exacte. On est toujours en train d'essayer d'observer un point neutre et d'essayer de faire une synthèse par rapport à tout ce qu'on sait. Donc il y a des liens plus ou moins avérés, plus ou moins forts, dans l'Allemagne pré-nazie, avec des idées, on va dire, des idées qui essayent de construire quelque chose de mythologique ou spirituel dans la pratique. Parce que aussi, le grande question, c'est de quoi on parle quand on parle d'occulte. Parce que occulte, certains vont penser que c'est des rituels de magie noire avec du sang, etc. Sauf que ça peut être occulte sans qu'on aille dans cet aspect folklorique de la chose. Et c'est là où moi, dans ma vidéo, là, je bascule sur, ok, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe Parce que en histoire, quand on étudie les sociétés secrètes et tout ça, ce sont des esprits rationnels. Donc ce sont des esprits qui ne croient pas à la véracité de la pratique énergétique, à la véracité du rituel, ou à la véracité du sort, ou enfin voilà, de toute pratique. C'est compréhensible parce que les historiens vont analyser la matrice de pensée, mais ils vont pas étudier la chose en se disant que ce soit vrai ou pas, analysons le phénomène en se disant que c'est un vrai phénomène réel, en fait. Ça pourrait être étudié de cette manière-là, parce que du coup, ça change la manière de l'aborder. On ne peut pas l'aborder de la même manière si on part du principe que de toute façon, ça n'existe pas. Le raisonnement va pas être le même que si on se dit, ok, on va partir du principe que ça existe, même si je crois que ça n'existe pas. Et on va dérouler le fil d'un point de vue juste, voilà, intellectuel, argumentaire, analyse, pour voir
qu'est-ce que ça inclut? Parenthèse, c'est pareil, toutes les recherches sur les sorcières au Moyen-Âge partent tous du postulat que les sorcières ne pratiquaient pas une certaine magie. Et peut-être que ça empêche de comprendre complètement le phénomène parce que les sorcières ont été accusées de certaines choses qui étaient certainement fausses vu l'aberration des accusations, mais qu'il y avait peut-être aussi certaines pratiques qui étaient ciblées du coup. Mais comme l'énergie n'existe pas, les plantes ne soignent pas, l'homéopathie n'existe pas. La pensée rationnelle empêche d'englober dans la réflexion l'idée que peut-être il y a une réelle pratique et d'inclure du coup cette pratique-là dans la réflexion. Voilà. Donc, il me semble, en tout cas moi, énergétiquement, que si la société de Tulé n'était pas une société secrète, si c'était pas forcément une société occulte, il y a une matrice de pensée. Il y a une matrice de pensée, il y a un socle spirituel et énergétique qui est là. Quelle est son influence sur tout le long du régime nazi? Ça, c'est très difficile à évaluer. C'est comme à l'heure actuelle de savoir qu'est-ce que pense Macron réellement dans sa tête. On ne sait pas. Il est en train de jouer une partie d'échecs et il a certainement 50 coups d'avance sur la plupart, d'entre nous. Et voilà. Après, la conviction intime, elle reste assez difficile à évaluer, et surtout que quand le spirituel et le religieux se marient à l'époque moderne, c'est très rarement dit. C'est très rarement dit, donc il n'y a pas. C'est très rarement dit, et en histoire, on travaille sur des traces écrites. Et souvent, dans ces sphères-là, il n'y a pas de documents écrits, comme par exemple tout ce qui se passe dans les loges franc-maçonniques, par exemple. Il n'y a pas il y a pas, il y a des comptes rendus qui sont faits, il y a des écrits qui sont faits, mais sur les rituels en tant que tels, il n'y a pas forcément, il y a pas un greffier en train de prendre des notes, il n'y a pas, voilà, quelqu'un en train de prendre des notes de tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a une partie orale qui n'est jamais posée à l'écrit. Donc on peut imaginer que dans les cercles nazis aussi, il y a pu avoir ce genre de choses. Donc, arrivé à ce stade-là de la vidéo, mon objectif n'est pas de trancher la question du tout. Mais l'objectif était de vous présenter un petit peu ça. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en France, on a une extrême droite qui est en train de prendre le pouvoir et qui se rattache au nazisme. Et ça m'intéressait d'aller voir qu'est-ce qu'il y a énergétiquement et qu'est-ce qu'il y a spirituellement dans le nazisme. Et pour ça, il faut remonter au début. Parce qu'une fois que la machine est en place, c'est quelque chose qui est moins visible. Et donc énergétiquement, moi je ne vais pas vous dire grand-chose parce que je ne veux pas influencer. Parce que si je vous dis bah oui, bah c'est comme ça, vous allez juste me croire et je suis juste dans une prise de pouvoir par rapport à vous et en train de me positionner, en train de dire bah, je suis clairvoyante, je sais, puis je vois. Voilà. Et c'est vraiment pas ma démarche. Ma démarche dans toutes ces vidéos-là, c'est vraiment se questionner. Je vous déblaye un petit peu une idée, je vous mets les sources aussi, parce que je tiens à ce que mes propos soient valides quand ils sont, quand je m'en réfère à l'histoire en tout cas. Et, euh, et donc, c'est une invitation à aller voir par vous-même qu'est-ce qu'il y a vibratoirement et énergétiquement derrière, si on se connecte à l'égrégore du racisme, du coup. Il y a des choses intéressantes dans le sens où le Troisième Reich, du coup, tel qu'il a été pensé par les grands proches d'Hitler et donc de Hitler lui-même, avait vocation à vivre très longtemps. Et ils l'ont vraiment construit de cette manière-là. Il y avait vraiment une ambition, ça c'est clair et net, c'est écrit, noir sur blanc. Ça, on n'est pas dans du complot ou du fantasme là, quand je dis ça. Il y avait une volonté très claire d'imposer un ordre pour 1000 ans, du coup, de durer dans le temps. Et je trouve que c'est troublant de se dire qu'à notre époque, voilà, l'extrême droite est en train de monter en France, mais partout aussi en Europe, avec des accointances dans chaque partie d'Europe, avec d'une certaine manière des nazis à un moment donné qui ont survécu, ou des partis d'extrémistes qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été proches du discours nazi juste après-guerre, du coup. Assez troublant d'observer ça. Voilà.
Donc, je voulais vous déblayer un petit peu le terrain, vous dire, voilà, au niveau de l'histoire, il n'y a pas un consensus clair sur la question. Il y a cette idée-là qui est née avec ce livre Le matin des magiciens, qui ne peut pas faire référence, parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'erreurs dans ce livre-là, mais qui a eu la justesse de soulever la question, en tout cas. Qui donc, du coup, après coup, a intéressé des historiens qui ont travaillé sur la question. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait un consensus sur la question. En France, il y a une sorte de consensus pour dire c'est un complot, c'est un fantasme, du coup. Mais si on inclut d'autres historiens ailleurs dans le monde, c'est plus hétérogène comme discours par rapport à ça. Où il y a vraiment des gens qui disent, bah voilà, dans cette sphère, dans cette matrice pré-nazie, du coup, quel que soit le mot qu'on pose sur, bah, avant qu'Hitler arrive et toutes ces personnes-là qui réfléchissaient à la race aryenne, comment ils ont construit cette notion de race aryenne. Et Hitler, il va arriver, il va s'emparer de ça. Mais c'est pas lui qui a commencé à le théoriser, du coup. Il y avait vraiment des gens qui travaillaient, entre guillemets, hein, c'est peut-être un peu horrible de dire ça, qui ont travaillé la question. Je sais pas, ça me fait tort de dire travailler pour des idées aussi tordues, mais bon, voilà. Donc il y a cet aspect-là. Donc c'est pas tranché d'un point de vue historique. C'est pas tranché sur voilà. Quelle est l'importance de cette pensée-là qui a un côté spirituel ou peut-être on pourrait dire juste mythologique parce que ça cherche à se rattacher à des choses plus anciennes et à s'inventer une espèce de héros, hein. Rome avait inventé Romulus et Rémulus. Euh, les petits royaumes de Judée ont fait écrire la Bible à un moment donné. Ça c'est prouvé scientifiquement que la Bible a été écrite à un moment donné ben, pour justifier un royaume juif qui était en place à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait quand il y a un nouveau pouvoir qui arrive en place, et quel que soit le type de gouvernement d'ailleurs, il y a une invention d'un passé mythologique, du coup. On retrouve ça dans l'énergétique, dans le Reiki. Il y a ce monsieur Usui, on ne sait pas grand-chose que lui, il serait allé à un moment donné sur une montagne, il aurait reçu, il y a différentes histoires sur la question. Donc, s'inventer, à tout d'un coup, il y a une mythologie qui arrive sur des courants. Alors, ça existe en spiritualité, ça existe en politique, etc. Il y a certaines familles qui s'inventent aussi des ascendances glorieuses ou divines, etc., que sais-je. Ce sont des mouvements, je trouve, assez fascinants à observer. Donc, une fois ayant dit tout ça, voilà, les personnes qui me suivent sont des personnes qui s'intéressent à l'énergétique. Et moi, bah, je vous invite, si vous avez envie, avec les précautions nécessaires, à essayer de vous connecter au nazisme et notamment à cette matrice où on a pensé, la pensée raciste aryenne, du coup, qui a mené aux catastrophes hein, et aux horreurs que l'on sait. Voilà, une invitation, si vous le sentez, à vous connecter à ça. Moi, je suis curieux, donc moi, je vais toujours voir un petit peu à droite à gauche. Bien sûr, je me sens complètement à l'opposé de tout ça. Même, j'ai lu Mein Kampf. J'ai surtout trouvé ça nul et pourri et vraiment inintéressant. Ce qui m'a choqué quand j'ai lu Mein Kampf, c'est pas les théories qui étaient développées dedans, c'est que c'était vraiment un bouquin super nul et super insipide. Je me suis dit, mais qui a lu ce bouquin? Il est tellement chiant. Bref, certainement un biais personnel. Bref, c'était pour dire que, voilà, j'en parle de manière neutre. Voilà, je me positionne pas de ce côté-là, mais je crois que c'est très intéressant d'aller s'intéresser aux idées qui sont à l'opposé des nôtres. En l'occurrence, là, c'est un peu d'aller voir, comprendre l'ennemi. C'est un peu comprendre l'ennemi. Moi, j'ai besoin de comprendre quand on fait des horreurs. J'ai besoin d'essayer de comprendre. Parfois, ça ne suffit pas. On ne comprend toujours pas, même en essayant de se renseigner. Euh, mais voilà, moi j'ai lu Mein Kampf pour essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe derrière Hitler. Donc je suis allée voir aussi énergétiquement, ok. Et je suis allée justement creuser un petit peu sur ces différents historiens, et j'ai pas réussi à me faire un avis clair parce que j'ai pas trouvé les mêmes discours, du coup, chez les historiens. Donc, moi je suis allée me connecter, j'ai fait mon petit avis personnel, je vais le garder pour moi, mais je vous invite à, voilà, prenez, mettez vos protections avant d'y aller, hein.
Mettez-vous en protection, mettez-vous en sécurité et je le faites que si vous avez envie d'aller parce que du coup on peut connecter à plein de mémoires vraiment super glauques et chaudes, hein, on peut connecter à la Shoah et plein de trucs, voilà, tout ce qui s'est passé pendant cette période extrêmement sombre du coup de l'humanité et d'essayer de voir si vous avez envie de vous connecter. Voilà. Euh, je pense, si vous captez des informations, s'il vous plaît, ne le partagez pas en commentaire. D'habitude, je vous dis, partagez en commentaire, ça va servir pour tout le monde. Là, on est sur des sujets sensibles, s'il vous plaît. Si vous avez envie d'en discuter avec moi, écrivez-moi par mail, du coup. Je vous répondrai. Je prendrai peut-être du temps pour vous répondre, mais j'y répondrai. Mais là, on est sur des sujets peut-être sensibles, et c'est aussi pour ça que moi, je ne veux pas donner mon avis là ici. Voilà, allez voir si vous êtes en sécurité, si vous vous sentez assez fort pour faire face à des choses assez atroces de l'ordre de la Shoah. Voilà, toujours, moi je vous dis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, allez vérifier par vous-même. Voilà, allez vérifier par vous-même. La plupart des gens qui regardent mes vidéos sont des gens qui sont médiums, qui ont leur canal, du coup médiumique. Voilà, voilà, je pense que j'ai terminé. J'ai de plus en plus envie d'aborder des sujets un petit peu sensibles. Je m'auto-censure parce que les vidéos étant publiques, j'ai pas envie de gérer des tas de gens couillons en commentaire. J'ai pas que ça à faire. Je veux garder mon énergie. Voilà, donc je réfléchis à créer un canal de diffusion, peut-être juste sur YouTube. Du coup, voilà, qui serait accessible, mais de manière privée, aux personnes que je connais ou qui montrent patte blanche et qui ont envie de mais voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, à la fois dans ma vie personnelle et à la fois dans mes perceptions de médiumité et de clairvoyance que je dis pas. Depuis que je bosse, je me tais, j'observe tout ce qui pour moi sont beaucoup de faussetés qui sont racontées. Voilà, donc je sens l'élan de partager un petit peu plus de choses. Voilà, vous avez vu que je m'arrête là où ça devient intéressant. Voilà, donc je vais réfléchir à ouvrir un canal qui sera plus privé, que je réserverai aux personnes que je connais, avec lesquelles j'ai déjà travaillé en ligne ou en présentiel, pour que ça reste un espace safe et pour qu'on puisse tous parler en sécurité. Parce que sur les réseaux sociaux, voilà, ça devient de plus en plus pénible, polarisant, humiliant. Tout le monde se permet d'attaquer, d'insulter. Voilà, c'est notre époque. Souvent on se dit, mais c'est la faute à qui? Mais personne ne dit, mais les réseaux sociaux. Personne ne pense, oui, mais les réseaux sociaux, les gens qui ont créé les réseaux sociaux, ils ont fait ça exprès pour nous polariser, en fait. Hein. Vous écoutez les ingénieurs qui ont créé tout ça à la Silicon Valley et qui ont tourné le doigt tout ça, et l'expliquent par A plus B. Bref, je m'éloigne du cœur du sujet de cette vidéo. Donc voilà. Il y a des informations très contrastées au niveau historique sur l'occultisme et le nazisme. En tout cas, il y a une espèce de matrice où il y a qu'on peut vraiment poser à la société tuée, où il y a une matrice qui inclut, qui est une spiritualité et qui inclut une dimension magique, en tout cas. Qui y a cru, qui n'y a pas cru, qui a adhéré à ce discours-là, qui n'est pas adhéré après, pendant le régime nazi, ça reste une question qui est difficile à trancher parce que les convictions personnelles, voilà, il y a des gens qui sont catholiques mais qui ne sont pas complètement croyants, et il y a des gens qui ne sont pas catholiques et qui peuvent être peu croyants sans être forcément dans la pratique, on va dire, et adhérer à l'église, etc. Voilà, en tout cas, une invitation, allez voir. Si vous voyez des choses et que vous avez envie de discuter, contactez-moi par mail, ne mettez rien en commentaire, voilà, pour que ça reste un espace safe, du coup, et qu'il n'y ait pas des pugilats qui naissent, ici. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos, ici ou dans des canaux plus privés. Sachez peut-être aussi que dans ma newsletter, je partage des choses différentes. Il y a des choses en plus dans mes newsletters que ce que je partage sur mes réseaux sociaux. Notamment, j'aime bien chouchouter mes abonnés à mes newsletters et j'aime bien jouer au Père Noël avec eux. J'aime bien, voilà, j'aime bien jouer au grand seigneur, voilà, et faire des petits cadeaux régulièrement. Voilà, merci de m'avoir écouté. À plus tard pour d'autres vidéos. Et surtout, voilà, vous avez un cerveau, utilisez-le. Vous avez une médiumnité, utilisez-le. Ne croyez personne sur parole, y compris moi. Merci et à bientôt.